Florence Servan-Schreiber, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Pas mal, un peu mieux. Ça commence à aller un peu mieux. Je crois que c'est votre première journée à Paris aujourd'hui. C'est exactement ma première journée à Paris. Je suis rentrée hier d'une absence de 3 mois. J'ai Et, retrouvé mon lit et mes habits. et on est à J-1 de la parution de votre livre, C'est Bloom. ça. Vous êtes prête pour la promotion un peu particulière qui s'annonce? Alors, nous avons eu un peu d'entraînement pendant le confinement. Donc, c'est vrai que comme on a laissé tomber absolument tous nos réflexes passés, je crois que je suis prête. Je suis surtout très excitée. C'est une deuxième naissance, puisqu'il devait naître vraiment au moment du confinement. Donc, voilà, maintenant, il a le droit de sortir. J'ai vu Tatiana de René qui dédicaçait sur un petit guéridon à l'entrée d'une librairie. Peut-être que vous pourrez faire des dédicaces extérieures. Ben oui, maintenant qu'il y a des terrasses, on peut faire des dédicaces en terrasse à Paris et puis en province, en tout cas en région, je crois que c'est quand même plus ouvert, donc avec plaisir, avec absolu plaisir. Florence Servan-Schreiber, c'est notre troisième rendez-vous de Livre en Live. Livre en Live, c'est l'idée de garder un petit peu le lien, puisque quand on est libraire, c'est vrai qu'on conseille des livres, on propose des livres, on vend des livres, mais on essaye aussi de se faire rencontrer les auteurs et les lecteurs. Donc ça nous permet de continuer, malgré les conditions exceptionnelles que l'on vit, ce lien. Je remercie tous les éditeurs qui se sont connectés pour cette rencontre. Aujourd'hui, c'est un livre en live un petit peu particulier, c'est notre troisième, et cette fois, c'est pas du roman. Aujourd'hui, on se fait du bien, on s'autorise une bonne pratique, écrire. Et pour ce faire, on a invité Florence Servan-Schreiber. Alors, Florence Servan-Schreiber, peut-être pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes diplômée en psychologie transpersonnelle. Vous êtes d'abord passé par l'entreprise, et puis en 2009, la crise vous a rattrapé. Vous avez repris la route des États-Unis pour apprendre la psychologie positive, et vous avez voulu partager en quelque sorte cette expérience au fur et à mesure de vos allers-retours, ce qui vous a donné la fonction de professeur de bonheur. Mhm. Et quand on vous lit, on sait que le bonheur, ça se travaille. En 2011, c'est marrant parce que quand je préparais tout à l'heure, je me suis dit que tous les titres avaient des sous-titres. Donc, alors, il faut que je dise aussi les sous-titres, c'est Mhm. important, je crois. Donc, en 2011, c'est 3 kiffs par jour, sous-titres et autres rituels recommandés par la science pour cultiver le bonheur. En 2014, c'est Power Patate, dont on reparlera aussi peut-être lors de cette discussion, avec une espèce de sous-titre, ou plutôt une phrase qui accompagne: vous avez des super pouvoirs, détectez-les et utilisez-les. Et puis après, on a Dîner de kiff, que je n'ai pas avec moi, désolé. Et enfin, en 2016, La fabrique à kiff, muscler son bonheur grâce à la psychologie positive. Mhm. Et puis, aujourd'hui, j'ai envie de dire, et Bloom, Mhm. un livre qui incite à la pratique de l'écriture. À... Racontez-nous. Ah non, pardon, je ne voulais pas commencer comme ça. Avant, excusez-moi, je voulais, Florence Servan-Schreiber, que vous réagissiez à une photo. Ah, Montrez-moi. la distanciation sociale nous interdit bisous, câlins, poignées de main. Et j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de la personne qui est sur cette photo et du souvenir que vous en avez. Alors, il s'agit d'Ama. Ama est une céréale câlineuse, puisque elle parcourt le monde comme ça pour prendre les gens dans ses bras. C'est quelque chose de très particulier. C'est son message au monde. C'est à la fois cette espèce de tendresse, mais c'est une tendresse qui est une présence, en fait, qu'elle offre aux gens qui viennent la voir. Et donc, il y a des hangars entiers de gens comme ça qui attendent et qui font la queue pour être pris dans les bras d'Ama. Et c'est quelque chose que j'ai vécu et dont je parle en effet dans Power Patate. Et alors voilà un moment où nous étions absolument tous collés les uns aux autres. Je ne sais plus très bien comment ça va être possible dans les 1 ou 2 ans qui vont venir, indéniablement. C'est la mère du Hog, mais si je ressors cette photo, c'est parce que vous êtes donc au moment où vous la rencontrez vers la frontière mexicaine, et c'est l'époque de la grippe H1N1, et, C'est vrai, c'est et en vrai. fait, tout le monde craint que la grippe vienne du Mexique, et votre ami qui vous accompagne éternue et vous permet de gagner quelques places dans les 8 heures de queue que vous faites pour l'atteindre. Ça, je pense que de nouveau, si on éternue dans le lieu public, tac, ça crée des ouvertures et ça permet d'accélérer. C'est ma sœur avait éternué, en effet, les gens s'étaient précipités dans tous les sens. Et voilà, c'est vrai, c'était déjà la même chose. Le, il y a, je-
quand on a des gens qui font du bien, on en profite, hein, puisqu'en ce moment, on en a besoin. Et c'est pour ça que je voudrais juste signaler un tout petit livre que vous avez préfacé, à apprendre autrement avec la pédagogie positive, chez Erol. Je le signale parce que beaucoup de parents se retrouvent avec leurs enfants en ce moment. Et dans votre préface, vous parlez du travail. En fait, c'est pour le donner le goût d'apprendre, hein, ce livre. Et en fait, dans votre préface, vous dites que en le lisant, vous avez été invité comme un banquet, en quelque sorte. Et il y a une phrase que j'ai notée, parce que c'est une phrase qui est récurrente dans tous vos livres. Si l'on cuisine avec un tout petit peu d'intention, il est interdit de s'ennuyer en apprenant. Ça, c'est vraiment un leitmotiv de tous vos livres. C'est un leitmotiv de toutes mes activités, c'est de apprendre, apprendre, apprendre. Je crois que c'est à peu près la seule chose dont je ne puisse pas me passer. Et c'est en apprenant que j'ai l'élan de raconter et de partager. Cette pédagogie dont vous parlez, c'est le travail d'Isabelle Payot et d'Audrey Akoun. Et je crois que quand elles l'ont conçu, c'était un peu à l'attention des parents qui galéraient un peu avec des enfants différents. Et à l'occasion du confinement, on s'est rendu compte que quasiment 100% des parents galéraient avec des enfants tout court, parce que quand on est dans une position de pédagogue, c'est quand même autre chose et que c'est un vrai métier. Ouais, Voilà, en effet. c'est presque une pédagogie partagée avec les enseignants en ligne. Et maintenant, on parle de votre dernier livre. Alors, je ne peux pas le montrer, alors je vous laisse le montrer parce que je sais qu'il est Mais à côté oui, de vous. Alors comme on dit, Bloom, et Bloom, sous-titre, écrire pour s'épanouir et kiffer. c'est ça, c'est lui, c'est mon Bloom. Racontez-nous un petit peu le déclencheur, l'origine de ce livre. Parce que vous le racontez dans le livre, hein. Tout à fait, je raconte que je décide qu'il est temps d'écrire un roman, À 40 parce ans. que, non, non, alors bon, bien plus tard, j'aurais. Ne me faites pas dire des choses que je ne veux pas dire. Non, non, il y a 2 ans, après avoir écrit donc, des livres de développement personnel que nous avons vus là, livres de cuisine, etc., je me dis, mais franchement, je ne suis pas plus bête qu'une autre. Je devrais pouvoir écrire un roman. J'adore lire des romans, donc le moment est venu et donc je m'y mets. Et ça s'avère être pour moi totalement impossible. Mais quand je vous dis impossible, je me suis tapé la tête contre les murs. J'ai essayé, j'avais collé des papiers absolument partout sur les murs qui m'entourent. J'avais décalqué des personnages sur les gens qui vivent autour de moi en les trouvant tout à fait extraordinaires. Mais absolument rien n'avançait. Ni l'histoire, ni les personnages, rien ne se tenait. Donc je galérais en fait. Mais pourtant, comme vous le racontez dans le livre, vous avez une pratique régulière de l'écriture. Vous avez presque un jour dédié dans votre semaine, le lundi. Absolument, donc j'ai fait ça le lundi. Le lundi existe dans ma vie depuis l'écriture de Power Patate, où comme j'ai une vie assez fragmentée, j'exerce plusieurs métiers, je suis chef d'entreprise, j'ai joué au théâtre, je donne des conférences, je prends beaucoup de trains. Je me suis rendu compte que pour écrire, il y a quand même, en tout cas, il me faut un minimum de contexte, et je dédie désormais tous les lundis à l'écriture. Le lundi, je disparais de ma vie et je vais dans une cabane, c'est ma cabane d'écriture, et je ne fais que ça. Et c'est ce qui me permet d'écrire des livres, d'écrire des conférences, d'écrire des pièces de théâtre, d'écrire tout ce que j'ai à écrire. Mais vous rendez compte un petit peu, quelque part aussi, de ce que vous procure l'écriture, de la force qu'elle vous donne aussi, en vous aidant à préciser les choses, en créant aussi un petit peu un moment à part du reste de la semaine, à part des autres, en quelque sorte. Alors, à part des autres, à part de ma vie, et surtout très concentrée sur le vocabulaire. Un de mes grands plaisirs dans l'écriture, c'est le choix des mots, c'est la précision d'une idée, et c'est un acte créatif. Donc, juste pour revenir au roman, je ne suis pas capable d'écrire un roman, en tout cas pas pour le moment, mais vraiment, j'y ai renoncé. Mais ce à quoi je n'ai pas renoncé, c'est essayer de comprendre pourquoi je n'y arrivais pas. Et c'est comme ça que je me suis moi-même inscrite à des ateliers d'écriture, que j'ai commencé à éplucher des recherches, parce que Oui. c'est ça mon métier, c'est d'aller voir qui a écrit quoi et déduit quoi de nos comportements face à l'écriture. Et là, j'ai trouvé des choses absolument géniales. C'est ça un petit peu, dans chacun de vos livres, vous êtes quelqu'un qui aime se lancer un nouveau défi, chevaucher un nouveau dragon, comme vous dites, mais souvent c'est une expérience que vous aimez partager. Et c'est vrai que toute la première partie du livre va être en quelque sorte
encore une fois, se tourner vers les États-Unis, mais aussi en France, pour essayer de voir, en fait, finalement, c'est quoi l'écriture? Est-ce qu'il y a que l'écriture de la fiction? Quelle forme ça prend? Est-ce que la psychologie positive a quelque chose à en dire? Et toute la première partie du livre est un petit peu un apprentissage de ce que peut être l'écriture sous ses différentes formes. Non seulement l'écriture, mais les effets secondaires de l'écriture. Parce que c'est Tout ça à fait. que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait des effets secondaires bénéfiques sur le plan de l'organisme, sur le plan du psychisme, sur le plan de la connaissance de soi, tout simplement, et sur le plan créatif, surtout. Et la créativité qui s'exerce vraiment de autant de façons qu'il y a d'individus sur cette terre, l'écriture est juste une des façons de l'exprimer, mais nous savons tous écrire. C'est quand même ça qui est assez dément, c'est que tout le monde ne sait pas faire de la poterie, mais tout le monde sait écrire. Et donc, il y a quelque chose de très accessible et de très proche. Et puis, la moitié des Français, je crois, déclarent écrire et un tiers souhaite écrire un jour un livre. Il y a une particularité, je crois qu'on dit souvent qu'en France, il y a plus de gens qui écrivent que de gens qui lisent des livres. Vous êtes peut-être bien placé pour le savoir. Il y a une culture intellectuelle dans notre pays qui fait que beaucoup de gens associent le fait d'écrire et publier un livre à une forme de réussite ou une forme d'affirmation. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui aspirent à ça, beaucoup. Et alors, vous, quand vous faites un petit peu l'inventaire des pratiques qu'on peut avoir avec l'écriture, comme dans tous vos livres aussi, vous essayez d'en décrire aussi les freins. Et c'est peut-être aussi un livre pour s'autoriser, en quelque sorte, à écrire de manière plus régulière, de manière plus soutenue. Alors, d'abord, il n'y a aucune injonction à écrire. Vraiment, ce qu'a repéré la psychologie positive, c'est que nous allons éprouver du plaisir et réussir ce que nous aimons faire. Donc, on a déjà peut-être une petite inclinaison à écrire pour commencer. Ensuite, vraiment, je pense que ce livre, pour moi, sera réussi si en refermant la dernière page, vous avez juste envie de prendre un stylo et de commencer. Il y a quelque chose de tellement simple. Vous savez, moi, je fais partie des gens qui ont beaucoup souffert à l'école. Je n'écrivais pas comme mes professeurs avaient envie que j'écrive. Je fais des fautes d'orthographe absolument terribles. D'ailleurs, il y a des gens qui quasiment viennent m'engueuler sur les réseaux sociaux parce que je fais des fautes d'orthographe en disant comment osez-vous écrire des livres. Eh bien, si justement, on peut être complexé, on peut écrire de travers, on peut avoir mal compris la grammaire parce que le français est une langue absolument de torture, et néanmoins, éprouver du plaisir à faire des phrases, raconter des choses et coucher ce qui nous arrive. Donc en fait, il Ça, faut le dissocier de la réussite scolaire. C'est pas du tout de ça dont il s'agit. il y a plein de questions dans vos propos, parce que formuler dans votre livre ce que vous venez de dire, c'est on a le droit d'écrire avec les pieds, Ouais, mais absolument. aussi tout le monde fait des fautes d'orthographe. Oui, tout On le a le monde fait des droit, fautes d'orthographe. formuler encore par vous, ça peut être vous avez le droit de copier, mais pas coller. Alors, ça, c'est justement en termes d'inspiration. On se rend compte que d'autres textes, d'autres auteurs sont une source d'inspiration, que, en gros, l'idée de génie, il n'y en a quasiment plus. Depuis Picasso ou Mozart, des idées absolument totalement originales, il y en a de moins en moins. Mais inspiré par les autres, ça nous donne un peu de confiance, un peu de direction. Donc, il ne s'agit pas de copier, il s'agit juste de se laisser porter et nourrir par tout ce que nous lisons, tout ce que nous croisons. Pour préciser peut-être un petit peu l'intention de votre livre, parce qu'en fait, donc, il y a une première partie qui est le récit de l'apprentissage que vous faites des techniques d'écriture, des freins à l'écriture, mais il y a aussi toute une partie qui raconte une expérience que vous avez menée l'an dernier, au printemps dernier, sur un site en fait qui s'appelle Bloom aussi, où vous avez incité les gens à un atelier d'écriture, mais collectif. Alors, oui, tout à fait. Donc, l'atelier d'écriture s'appelle Bloom. Donc, il a ouvert il y a exactement une demi-heure. Donc, je suis très excitée parce qu'on a beaucoup travaillé pour ça. Et l'an dernier, il y a déjà une première version de cet atelier parce que ce que j'ai découvert, auquel je ne m'attendais pas dans toutes les expérimentations que j'ai faites, c'est qu'il y a une façon d'écrire qui est d'écrire ensemble. C'est-à-dire qu'on a toujours cette vision qui est qu'il faut être dans son coin, il faut peiner, il faut qu'un texte est une production absolument individuelle. Mais il y a quelque chose de très injuste avec l'écriture, c'est que ça demande beaucoup d'efforts et très peu de gens le voient.
Si je fabrique, j'en sais rien, cette bouteille et que je la pose sur la table, vous la voyez. Mais si on écrit un texte, à moins d'être publié, acheté, lu, personne ne le verra. Et donc, un texte prend vie quand il a eu des lectrices ou des lecteurs. Et c'est ce que j'ai choisi d'organiser donc, dans ces ateliers d'écriture qui permettent de vraiment le fait de chez soi. Ça, c'était déjà le principe de l'an dernier, parce que nous avons des vies très pleines et néanmoins envie de faire ça. Et quand on a des gens qui nous lisent et qui nous encouragent et qui se reconnaissent dans ce qu'on a écrit et qu'on avance ensemble, il y a une énorme humilité qui facilite beaucoup les choses. C'est presque, vous invitez presque les gens à une pratique circulaire, si je puis dire, ou en tout cas autogérée presque, puisque en fait, si vous guidez un petit peu les gens à l'entrée, après les gens se lisent, se corrigent, et là vous notez une certaine forme de bienveillance de l'action de chacun et du regard de chacun sur les productions des uns et des autres. Exactement. Et c'est du commentaire plus que de la correction. Une fois de plus, hein, j'étais assez traumatisée par l'école. Donc, le côté, il y a quelqu'un de sachant qui va m'aider à faire. Non, 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 non. Je préfère cette idée que des pairs, des gens qui sont dans la même préoccupation, la même difficulté, le même plaisir, la même joie, les mêmes hésitations, puissent s'entraider, se soutenir, tout simplement. Et il se passe des choses absolument géniales. Il se crée comme un village autour de consignes d'écriture. Donc, c'est quand même assez dément. J'ai listé un petit peu les choses euh, que peuvent, euh, que peuvent amener l'écriture. Si on a une qui vous fait réagir, n'hésitez pas. Bon, on connaît tous le fameux mot se libérer, sortir Ouais. du cadre, faire un vide-grenier, Mhm. résorber l'ennui, filtrer la réalité, ancrer les souvenirs, créer de l'élan, se distraire du pire, stimuler sa fierté, clore certaines choses, Mhm. étirer son QI, retrouver de la sérénité. Oui, ça fait tout ça. Y en a un Il y en a qui. d'autres, hein. Oui, il y en a un autre. Le dernier, c'est s'éclater. Ouais. C'est celui que je préfère parce que c'est quand même un effort, hein, l'écriture. Mais on pense souvent que le bonheur vient de la facilité, de l'accumulation de circonstances heureuses. Mais en fait, non. Très souvent, la source de notre bonheur, c'est quelque chose que nous surmontons, que nous réussissons. Et donc, on retrouve comme ça, avec par exemple, des consignes d'écriture assez simples, le fait d'avoir réussi, le fait d'y être arrivé. Et à ce moment-là, on était dans un moment de flux quand on a écrit, et ce sont à peu près les meilleurs moments de ce que nous pouvons vivre. On retrouve ça avec toutes les formes artistiques, c'est juste que celle-ci, une fois de plus, est très, très généralisée, parce que nous sommes très nombreux à savoir manier un stylo ou un clavier, en fait. Et il y a aussi, enfin, finalement, j'adore l'expression que vous avez trouvée pour ces quatre vampires. Il y a quatre pampires, comme vous les appelez, qui nous empêchent tous, en fait, de pratiquer l'écriture, Oui, ou en tout cas des euh, pratiques comme ça qu'on s'autoriserait à faire. alors, les blocages d'écriture sont étudiés parce qu'on retrouve absolument toujours les mêmes. Il y a la peur, il y a la procrastination, il y a le perfectionnisme. Et le quatrième, vous vous souvenez ce que c'est? C'est la planque? Non? C'est la planque. Non, C'est exactement, c'est justement de se cacher, de ne pas avoir envie de se montrer. Ce sont toujours les mêmes choses. D'ailleurs, par exemple, cette année, dans l'atelier Bloom, j'ai trouvé un questionnaire établi par des chercheurs universitaires pour déterminer quel est notre degré justement de blocage sur ces différentes questions. Et une fois qu'on le comprend, ça permet de savoir pourquoi on s'empêche ou pourquoi ou comment on pourrait s'y prendre. Mais il y a mille raisons de ne pas oser faire. On les retrouve un peu partout. Hein. J'ai l'impression en vous lisant que pour lutter contre ces quatre vampires, finalement, c'est installer une certaine régularité, une certaine cadence, y revenir, ne pas lâcher une première fois, après une deuxième fois. Je crois que même vous dites un nombre de jours pour installer une habitude. Oui, alors tout le monde dit qu'il faut 21 jours pour installer une habitude, mais c'est comme le sport, c'est comme, vous savez, il y a beaucoup de choses où vous pouvez lire le livre, et comme le sport, on comprend pourquoi ça ferait du bien. Mais entre comprendre et passer à l'action, il faut qu'il se passe une troisième chose qui est de ressentir ce que ça peut faire. Et on ne peut ressentir l'effet que ça va avoir sur nous que si on essaye. Donc, il y a un petit côté coup de pied au cul aussi, qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire que si on se dit ça pourrait me tenter, je suis prête à essayer.
où je suis prêt à essayer, il faut s'y mettre. Mais comme dans tout acte créatif, hein, faut y aller, quoi. Mmh. Faut y aller parce que c'est aussi ça qui nous procure des satisfactions. Et les rendez-vous réguliers ont été une vraie question dans votre atelier d'écriture Bloom? De laisser, libre cours ou Alors, de ça, c'est vraiment non, le fait ah, qu'il y ait une cadence, justement, dans un ouais. atelier, aide beaucoup. La contrainte est la meilleure amie de la créativité. C'est-à-dire que si je sais précisément que je vais retrouver d'autres gens qui vont avoir posté leur texte, eh bien, me voilà redevable. Et la redevabilité est un truc génial pour s'y mettre. Et donc, la cadence, finalement, ça aide. On se dit, oh là là, c'est casse-pied. Non, non, au contraire, ce qui nous casse les pieds et ce qui va nous permettre de passer à l'action très souvent. Donc, j'ai créé ce cadre qui fait que, allez hop, on y va, mais on y va ensemble et c'est très joyeux en fait. On a donc écrire, c'est s'éclater, mais vous dites aussi c'est se soigner, puisque l'enjeu est quand même de taille dans cette pratique, puisque vous parlez bah, d'une pratique qui pourrait influencer une chose dont on parle beaucoup en ce moment, avoir de l'influence sur le système immunitaire. Oui, Complètement. donc, donc il a été démontré que, alors, il faut imaginer des études, on va harnacher des gens avec tout un tas de capteurs pour mesurer leur tension artérielle, on va faire une prise de sang avant, une prise de sang après un exercice d'écriture, on va avoir des capteurs sur le cerveau, etc. Et donc, en effet, il y a un certain type d'écriture que je décris dans le livre et qu'on pratique dans l'atelier qui améliore nos défenses immunitaires. Et alors, c'est tellement dingue que cette même pratique d'écriture, ça, voilà encore une autre étude extrêmement bizarre qui a été faite cette fois-ci en Australie, va aider la peau à se cicatriser. Alors C'est racontez-nous cette alors, expérience, Florent. alors, génial. On va voir. Là, en plus, ils ont fait ça sur des personnes âgées. Donc, quand même, je soupçonne les chercheurs australiens d'être un peu bizarres. Ils vont donc voir des personnes âgées et ils leur font une entaille dans le gras du bras. Donc, vraiment, c'est pour ça que je montre là, parce que j'en ai gardé cette image-là. Donc, on leur fait une petite entaille sous anesthésie, bien sûr. Et ensuite, il y a la moitié du groupe à laquelle on va demander de produire donc les textes qui correspondent à ce type d'écriture très spécial. Et l'autre groupe n'en fait rien. Et ça s'appelle un groupe de contrôle. Et on va mesurer la vitesse de cicatrisation de ces plaies. Et on se rend compte au bout de 3 semaines que ceux qui ont écrit ces textes donc pendant 3 jours de suite, c'est tout, parce que ce sont des textes qui durent 20 minutes pendant 3 jours de suite, ont cicatrisé plus rapidement que les autres. Donc évidemment, on recommence pour s'assurer que c'est vrai et on s'aperçoit que c'est vrai. Donc ça démontre qu'il y a une influence physiologique grâce au fait d'avoir écrit et mis ses pensées en ordre d'une certaine façon. Il y a d'autres pratiques, d'autres exemples, hein. Il y a une pratique dont je ne me souviens plus exactement laquelle, où la température du corps augmente de 2 degrés. Oui, c'est la même. C'est la même. Celle-ci, elle a été étudiée absolument dans tous les sens. On a demandé à des gens qui ont perdu leur emploi, des gens qui souffrent de maladies, des gens qui ont vécu des traumatismes, des gens qui se posent des questions, qui se sentent un peu perdus, etc., de faire cette écriture. Et à chaque fois, on a les mêmes résultats, c'est qu'il y a une augmentation d'une part du bien-être et également des facteurs physiques. Une incidence sur un endroit du cerveau que je ne connaissais pas, les amygdales du cerveau. Oui, qui sont absolument. Non, non, mais l'amygdale du cerveau, c'est une partie qui est extrêmement sollicitée en psychiatrie et qui va aider à réguler quand même toute cette affaire et notamment les émotions et notre capacité à faire face. Donc, ça va l'aider à fonctionner. Vous dites que souvent le trauma laisse une espèce de trace à trous et que finalement le récit va en quelque sorte mettre un pansement un petit peu sur cette surface inégale en quelque sorte. Oui, alors je parle du travail de Naïa Chidiac qui a instauré les ateliers d'écriture à l'hôpital Sainte-Anne, donc dans un univers psychiatrique. Et ce qui est absolument dément quand on voit justement la puissance de tout ça, c'est qu'aujourd'hui 80% des patients de cet hôpital vont participer à un atelier d'écriture. Donc c'est devenu un outil thérapeutique et notamment parce que face au traumatisme, c'est ce que vous décrivez, c'est comme s'il y avait des fractures, des trous dans l'histoire. Et par l'écriture, on va arriver à recréer des ponts
entre les différents morceaux qui vont donc apaiser le patient. Je reprends une de vos phrases. Se révéler est un besoin, divulguer un acte de santé. Alors, ça, c'est à peu près l'idée que je préfère parce que je ne vous ai pas été la patte de l'écriture qui fait du bien. Parce qu'il y a plein de formes d'écriture, mais celle qui est absolument essentielle, c'est l'écriture intime, l'écriture pour soi. Et vous savez pourquoi? Parce que justement, nous avons besoin, quelque part dans notre vie, d'être exactement comme nous sommes. Et parfois, on a un copain ou une copine ou un conjoint ou une conjointe auquel on peut absolument tout révéler, mais c'est assez rare parce qu'on se dit des choses horribles, on pense des choses horribles et donc on ne raconte pas vraiment exactement comment on est à 100%, et tout le monde le fait. Hein. Je parle aussi du mensonge qui est une chose extrêmement répandue et ce n'est pas du tout pour faire de la peine, hein. C'est que voilà, c'est notre fonctionnement collectif. Donc, quand on vient raconter par écrit tout ce qu'on se dit, y compris les trucs les plus, plus inavouables, quelle que soit la raison, eh bien, voilà l'endroit où nous pouvons être à 100% comme nous sommes. Et c'est pour ça que c'est aussi vertueux et que ça a en fait. Certains de vos auteurs comparent le rendez-vous à l'atelier d'écriture à un rendez-vous galant ou adultérin. Ah oui, alors ça, c'était une dame, Martine, qui m'a dit, voilà, quand je reçois la consigne d'écriture, comme son mari n'écrit pas du tout, c'est une dame d'un certain âge, elle a eu la sensation que c'était comme un rendez-vous comme ça, parce qu'elle écrivait son texte, elle le postait, elle recevait des commentaires donc de la part de la communauté, donc ça lui a comme ouvert une nouvelle porte de vie, finalement, qui était sa vie secrète, et elle a absolument adoré l'expérience. Et quand ça s'est terminé, elle a foncé près de chez elle, trouvé un atelier d'écriture pour pouvoir revivre ça régulièrement à une maison. J'adore votre chapitre sur les journaux à cadenas. Vous savez, ces journaux qu'on achète quand on est adolescent avec un petit cadenas. Alors, je ne vous ai pas entendu, pardon. J'adore le chapitre où vous parlez des journaux à cadenas. Vous savez, ces journaux qu'on achète quand on est adolescent. Ah, Mais par contre, vous faites une mise oui. en garde, je trouve très intéressante. Alors, la mise en garde sur le journal intime, peut-être c'est à Sur la celle-là que vous beauté pensez. des journaux intimes aujourd'hui, qui Ah oui, sont oui, peu oui, 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 discrets. oui. Oui, oui, absolument. Alors, tous les papetiers essayent de nous vendre des journaux, des cahiers absolument ravissants. Là, vraiment, la papeterie est quelque chose qui est extrêmement attirante et séduisant. Et là, je dis méfiance, parce que plus le cahier est joli, plus des gens qui vont passer comme ça totalement innocemment vont être tentés de l'ouvrir et de voir ce qu'il y a dedans. Or, un journal intime doit être totalement confidentiel pour pouvoir offrir tous ces bénéfices-là. C'est-à-dire que personne ne le lira jamais. Donc, il vaut mieux prendre un cahier moche que personne ne voit et personne ne se demande ce qu'il y a dedans. Il y a un auteur, enfin, on va parler de plusieurs auteurs, mais il y a un auteur que vous citez comme facilitatrice en fait pour cet exercice. Et un de ses livres, mais presque tous ses livres finalement, parce ils vous ont tous un petit peu aidé, c'est Elisabeth Gilbert, qu'on Oui, connaît pour Manche Priem. Et elle a aussi écrit un livre de créativité qui s'appelle Comme par magie. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? oui. Elisabeth Gilbert est une excellente pédagogue de la créativité. C'est une femme elle-même très, très créative, donc elle écrit des romans, elle a une imagination absolument débordante, mais surtout, elle parle extrêmement bien du processus qui l'habite quand elle écrit. Et je trouve qu'elle donne énormément d'autorisation. Dans la description de sa mécanique, et je pense que c'est vraiment ce que nous avons intérêt à faire, c'est de partager la façon dont nous nous y prenons, parce que en tout cas, quand je la lis, ça me donne plein, plein, plein d'autorisations, et tout à coup, j'ai le droit de faire des choses, de ne pas savoir, de me planter, de dire je ou de ne pas dire je, j'ai appris énormément avec elle. Et donc, je recommande furieusement. Typiquement, en fermant son livre, j'ai moi eu envie de. J'étais comme un petit poney fou à l'intérieur. J'avais envie de m'y mettre. Donc, ça m'a fait le même effet. Pour faire le lien, je ne sais pas s'il est très audible pour ceux qui nous écoutent, entre la psychologie positive et l'écriture, j'ai noté cette phrase, Florence Servan-Schreiber, mieux se connaître serait notre destination,
et le véhicule en serait l'écriture. Oui, puisque que ce soit en tenant un journal intime, que ce soit en répondant à certaines consignes, que ce soit simplement en traduisant ce qui nous passe par la tête, par la main, c'est-à-dire ce chemin-là, va nous aider à synthétiser ce qui est en train de nous arriver ou ce que nous traversons. Pour les choses. Allô? Donc, à chaque fois que nous faisons, vous m'entendez plus? Allez-y, reprenez. À chaque fois que nous. Donc, alors, je disais que l'écriture sert à faire passer ce que nous avons dans la tête au bout des doigts. Et pour ça, il y a une synthétisation de nos expériences. Et c'est comme ça que quand on va écrire des textes, qu'ils soient créatifs ou qu'ils soient personnels, en fait, on va à la rencontre de soi et on commence à mieux comprendre son propre fonctionnement. Donc, c'est pour ça que c'est une. Si on cherche à savoir un peu mieux comment on fonctionne, écrire est vraiment un soutien, un véhicule. Vous, C'est. vous parliez du geste de la main, c'est marrant parce que souvent dans les rencontres avec des écrivains, il y a tout un tas de questions qui énervent un petit peu les écrivains. Est-ce que vous écrivez avec un stylo ou avec un ordinateur? Et vous, dans votre livre, en fait, cette question est une question importante. Alors, je l'adresse tout de suite puisque c'est la première question que se posent les gens. Et pour moi, alors je vais vous dire, c'est exactement comme le chocolat noir et le chocolat au lait. C'est-à-dire que c'est une préférence, il n'y a pas à la justifier, mais je préfère pour ma part le chocolat au lait. Les gens qui préfèrent le chocolat noir sont un peu méprisants Tout envers à ceux qui fait. aiment le chocolat au lait, comme les gens qui écrivent à la main sont un peu méprisants envers ceux qui écrivent sur un clavier. Et pourtant, c'est juste une préférence, c'est comme d'être né brun ou d'être né blond. C'est pas vraiment quelque chose que nous décidons. Il se trouve qu'il y a des moyens. Vous savez que en fait, l'humanité recherche depuis qu'elle écrit un système qui lui permet d'écrire aussi vite qu'elle ne pense. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on tape sur un clavier, on est plus proche de la rapidité avec laquelle nous viennent les idées. Donc, c'est un des avantages. Mais si on écrit à la main, il y a une meilleure intégration de l'information qu'on est en train d'écrire. Donc, chocolat au lait ou chocolat noir, les deux ont leurs avantages et inconvénients. Moi, je suis plutôt chocolat au lait, mais aussi. Mais pour vous, c'est un peu une libération aussi de se retrouver face à un texte qui n'est pas toujours définitif et que vous pouvez modifier à l'infini. Ah oui, 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 Ça oui. permet Et tout alors, un tas de. mais surtout, il y a quelque chose aussi dont je me suis rendu compte avec l'écriture. Alors ça, c'est depuis qu'il m'a donné que j'ai la chance de publier des livres. C'est que vous savez, l'écriture, c'est exactement comme la photo. C'est totalement photoshopé. C'est-à-dire que tout ce qu'on lit dans des livres, dans des magazines, dans des journaux, et ça, les gens ne le savent pas toujours, a été corrigé et pas seulement par une personne, mais souvent par deux ou trois. On ne lit jamais un journal qui n'a pas été relu par un secrétaire de rédaction qui va absolument tout corriger, etc. Donc, de nouveau, quand on a l'impression de faire des choses qui sont un peu imparfaites, etc., il faut savoir que tout ce qui nous est donné à lire, qui est officiel, entre guillemets, a été corrigé. Donc, on a le droit d'écrire comme on écrit, parce que si jamais nous étions amenés à être publiés, ça serait aussi corrigé. On a deux questions qui sont arrivées, Florence Servan-Schreiber. Une question de Jean-François. Regrettez-vous les échanges épistolaires d'avant l'arrivée d'Internet? Il aurait fallu poser cette question à Tatiana de René. Alors, pas du tout. Enfin, pour ma part, non, parce que je trouve que Internet n'empêche absolument pas d'écrire. Je fais partie des gens qui communiquent beaucoup plus facilement par écrit que par oral. Si j'ai quelque chose d'intime à vous dire, je vais probablement vous l'écrire, plus que je ne vous le dirai. Donc, Internet me permet complètement de faire ça. Dans votre Et cabane, je crois que le matin, vous avez un rituel avec un moyen de correspondance très contemporain au moment du déjeuner. alors, ça, c'est la récréation, parce que dans tout effort, il faut savoir absolument se détendre, en tout cas décompresser. Et donc, j'écris le lundi, et à l'heure du déjeuner, je déjeune grâce à mon smartphone en compagnie de mon amie Roberta, qui habite à Miami. Nous sommes donc extrêmement séparés, mais c'est le moment où on va absolument ricaner toutes les deux. Enfin, c'est un moment absolument génial. C'est notre déjeuner, elle se réveille. Pour moi, c'est la pause. Et en effet,
ça alimente C'est une, le reste du travail. c'est une forme de correspondance. C'est Une, ça. une question, excusez-moi, de Sébastien. Que pensez-vous de l'excuse du manque de temps pour ne jamais franchir le cap de l'écriture? C'est la même pour le sport, c'est la même pour que d'aller voir ses parents. Il y a toujours il y a toujours une excuse de temps. Le temps nous sert à tout. Donc, enfin, le manque de temps, l'excuse nous sert à tout. Donc, probablement il y a un autre empire derrière ça. Oui, un C'est-à-dire cinquième. que non, 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 si on se réfugie derrière le temps, c'est qu'il y a soit de la peur, soit un souci de perfectionnisme, soit de la procrastination. Donc, il y a quelque chose d'autre à adresser et le temps ne sera plus un problème. On reçoit peu de questions, mais on va continuer à discuter. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce livre, c'est un peu le récit de l'apprentissage et de la connaissance des différentes formes d'écriture que vous avez faites et que vous partagez avec vos lecteurs. Mais c'est aussi un petit peu le récit de cette expérience qui a commencé au printemps dernier sur votre site Bloom. Cette expérience est accompagnée aussi des expériences que vous avez faites d'autres ateliers d'écriture. Et je crois que vous avez créé sur Internet des petits moments, alors j'ai pas eu le temps d'aller les voir, mais qui s'appellent Stylo avec des auteurs Oui, sur l'écriture. alors ça, c'est un podcast que, tout à fait, je suis allée à la rencontre, fascinée par cette mécanique de l'écriture. J'ai envie d'aller dans l'arrière-cuisine des écrivains. Et j'ai rendu visite à Tatiana de René, que vous avez rencontré ici même. J'ai rendu visite à Bernard Werber, qui est un romancier aussi plutôt de science-fiction. J'ai été voir des essayistes. Et j'ai eu Un envie de écrivain de polar savoir, aussi. oui, écrivain de polar aussi, j'ai eu envie de savoir comment ils s'y prenaient, quel effet ça leur faisait, quelle était la place de l'écriture dans leur développement, et pas juste comme on écrit un roman, mais en tant qu'individu, quelle était justement la place qu'occupait l'écriture dans leur vie. Et donc comme ça, on en sait un peu plus, parce qu'on a toujours envie de savoir ce qui se passe sous le capot. Donc on est un peu sous leur capot. Là, je me rends compte qu'on n'a pas défini Bloom. Pourquoi ça s'appelle Bloom? Hein. Alors, donc dans Bloom, on entend la floraison, qui est donc ce mot anglais que je trouve très joli parce qu'il y a vraiment l'idée de s'épanouir. Mais je l'ai préféré avec un U, Bloom, parce que aussi c'est un peu c'est le bruit que fait le cœur quand il fait boom. Enfin, on est à mi-chemin entre la floraison et le coup de cœur. Et la faute d'orthographe qui est là, c'est-à-dire la liberté qu'on peut prendre avec l'écriture, on peut inventer des mots, et pourquoi pas? Parce que justement, je vois dans un des commentaires, quelqu'un nous dit, mais le chocolat au lait, c'est pas du vrai chocolat. Oui, ça recommence, c'est du sucre. Ils vous poursuivent. Mais moi, j'aime bien en tout cas la comparaison entre s'épanouir et fleurir. Enfin, j'ai une autre question de Suzy. J'allais vous appeler Tatiana de René. Florence Servan-Schreiber. Comment structurez-vous vos livres? Avez-vous une idée dès le début de la structure entière? Sérieux, hein. Non, 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 non. Mon cerveau fonctionne en jokari, comme un jokari. Je ne sais pas si vous connaissez ce C'est jeu. vrai Il y qu'on a n'a une pas parlé de balle. ça. Très Oui, important. il y a une balle, il y a une raquette, il y a un élastique et on tape dans un sens, ça revient dans l'autre, on retape dans l'autre sens. Et justement, peut-être c'est ce qui me manque pour le roman, c'est que je n'ai pas cette capacité à prendre et dérouler jusqu'à la fin. Donc, je prends les idées un peu comme elles me viennent et quelquefois dans le désordre et j'y reviens. Et c'est là où j'avoue être vraiment aidée. J'ai donc rencontré l'éditrice qu'il me fallait au moment de l'écriture de 3 kiffs par jour. Et c'est quelqu'un qui m'a aidée en lisant mon texte, en le respectant complètement, qui m'a aidée juste à mettre les choses dans un ordre qui pouvait parler à d'autres personnes que moi. Et je sais maintenant que comme je vais travailler avec elle, je m'autorise un peu plus de liberté, je suis moins préoccupée par ça, je raconte tout ce que je veux raconter et je sais qu'ensemble, c'est là où je vous dis, on peut travailler à plusieurs, ensemble, nous ferons ce travail d'organisation. Donc Parce que non, il n'y a pas de plan, il y a quand même une idée, mais c'est pas comme on imagine. il y a un moteur, la curiosité peut-être. C'est plus qu'un moteur, je crois que c'est ma vocation. Ma vocation est une vocation pour moi, c'est quelque chose que l'on fait non sans effort, non sans peine, mais que l'on ne peut pas s'empêcher de faire. Et une des choses que je ne sais pas m'empêcher de faire, c'est de partir à la découverte de quelque chose.
j'appelle ça le Far West. J'aime bien ce qui est de l'autre côté de la montagne, que je ne connais pas encore. C'est comme ça que j'ai voulu m'imposer d'écrire ce roman, que ça ne s'est pas produit. Parfois, ça ne marche pas à tous les coups. Quand on veut toujours chercher des choses nouvelles, on tombe souvent. C'est pas grave, mais en effet, c'est la curiosité qui m'a entraînée à peu près partout où je suis allée, jusqu'à là. Et ce livre, quand même, raconte un petit peu le rapport que vous avez à l'écriture et comment l'écriture, finalement, a structuré un petit peu ce que vous êtes aujourd'hui et la pratique que vous avez aujourd'hui de partage et d'échange avec les autres. Je me souviens du passage où vous parlez d'un éditeur qui vous dit, mais en fait, enfin, pourquoi vous vous intéressez à ça, tout ça, et justement, vous rencontrez après la personne qui va vous aider à structurer votre... Non, mais c'était mieux que ça. Cet éditeur, Oui, quand je oui, non, mais faisais. moi, je raconte Oui, grossièrement. très, très rapidement, je voulais écrire un livre Vous sur la n'êtes pas psychologie. obligé d'aller rapidement. Mais je voulais écrire un livre sur la psychologie positive parce que j'avais découvert ce sujet, que je n'avais rien lu en France là-dessus et que j'étais complètement excitée par le sujet. Et je vais donc voir un éditeur qui publiait les auteurs américains dans ce domaine et qui me dit, mais Florence, il me prend comme ça, il me prend un peu de haut quand même, il me dit, mais Florence, mais vous êtes qui? Je sais pas, c'est-à-dire, vous êtes qui pour écrire un livre sur la psychologie positive? Vous êtes universitaire? Ben non. Vous êtes spécialiste? Ben non, pas non plus. Vous êtes professeur? Ben pas non, pas vraiment. Et en fait, je me sens me ratatiner comme ça, et puis ça va. Puis je me dis, il a raison, pour qui est-ce que je me prends? Et au moment où je m'en vais pour le quitter, complètement dépité, quasiment à genoux, là, il me dit quelque chose qui a en fait euh, comment dire, donner forme aux 10 années suivantes de ma vie. Il m'a dit, Florence, vous savez ce que vous êtes? Vous êtes une élève de la psychologie positive. Et en me disant ça, c'est là que je l'en remercie, je lui ai dit merci, hein, par la suite, je lui ai raconté cette histoire, parce qu'il m'a permis de trouver ma place. Et ma place, c'est celle-là. C'est d'être l'élève de ces choses-là, élève d'écriture. Je suis une élève de l'écriture, mais je prends juste la peine de raconter comment j'ai appris. Ce qui vous a valu ce titre honoris causa de professeur de bonheur. Et ce qu'on comprend en vous lisant, c'est que le bonheur, ça se travaille. Euh, pour finir, peut-être, Florence Servan-Schreiber, on n'a pas d'autres questions, je suis vraiment désolé. Je pensais qu'on en aurait plus quand même sur un sujet aussi annexe que à la lecture et à nos librairies. Je sais que vous êtes quelqu'un, on a parlé de chocolat au lait ou de chocolat noir, je sais que vous êtes quelqu'un, j'ai cru comprendre en vous lisant que vous réservez toujours une place au dessert et dans un repas. Et j'aimerais dire aux gens qui vont vous lire, qui vont lire ce livre, qu'à la fin de Bloom, en fait, il y a une surprise absolument géniale. Il y a une nouvelle qui s'appelle Raymond et qui est un petit peu la cerise sur le gâteau, en quelque sorte, puisque c'est la nouvelle dont vous avez accouché ce soir où vous étiez désespéré à vouloir écrire de la fiction. Et en tout cas, j'ai beaucoup ri en lisant cette nouvelle de Raymond. Est-ce qu'on peut en dire deux mots? Mais je ne sais pas. Peut-être il faut garder le mystère. Alors, en Est-ce qu'on peut effet, juste se dire que c'est l'histoire d'un teckel dépressif qui va être soigné par un acteur américain exilé à Paris qui va faire du alors coaching on, Non, on- on- on peut dire ça. Surtout, je crois que ce que je peux dire, c'est que lorsque vous lirez cette nouvelle, gardez en tête que tout est vrai. C'est tout ce que je peux vous dire, mais absolument tout dans ce récit a existé. vous me tendez une perche, comme il reste quelques minutes encore. C'est intéressant ce que vous dites parce que tout le long, dans les freins à l'écriture, souvent les gens n'écrivent pas parce qu'ils pensent qu'il faut développer beaucoup d'imagination, il faut avoir une imagination qu'ils n'ont pas. Et vous parlez souvent de ce rapport à la réalité dans ce livre, de l'écriture et du rapport à la réalité. Je trouve que le réel est une. Donc, je n'ai pas cette imagination. Je fais partie des gens qui se disent exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire, j'ai beaucoup d'admiration, par exemple, pour quelqu'un comme Tatiana de René, qui va inventer une histoire, Bernard Werber aussi, c'est pour ça que je suis allée les voir. Et, et finalement, mon inspiration, le seul terrain sur lequel je puisse jouer, c'est celui du réel, donc de l'observation, de, des activités surtout, de ce que l'on peut traverser. Et je me sers de ça. Et c'est ça
mon terrain de jeu, en fait. C'est de juste regarder. J'adore voir les gens vivre, j'adore comprendre comment nous fonctionnons, comment ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et je me sers de ça. Et quand je dis je me sers, c'est ceux qui m'inspirent. Et donc, les livres que j'écris sont sur ce sujet-là. Et dans vos Comment ateliers, peut-on faire pour mettre plus de légèreté dans sa vie, en fait? c'est ce que les gens partagent. Une dernière question de Christelle, où peut-on trouver les podcasts des rencontres avec les écrivains? Alors, ils sont dans l'atelier Bloom de cette année. On les retrouve là et on peut les écouter. Et sinon, sur les plateformes de podcast, il s'appelle Stylo. Une question de dernière minute, je ne sais pas pourquoi les gens se réveillent maintenant. Je vous la lis. Pouvez-vous nous dire comment choisir un thème pour démarrer dans l'écriture? Vous-même, non? À peu près n'importe lequel. C'est-à-dire que, alors, bon, dans le livre Bloom, j'ai déjà mis une trentaine d'exercices parce que Oui. je reviens sur la contrainte. Si je vous dis, racontez-moi l'histoire d'un saucisson qui s'est cogné contre un réverbère, vous dites, c'est quoi? Mais pourquoi est-ce qu'elle me demande un truc aussi débile? Néanmoins, ça vous arrange parce qu'au moins, il y a déjà quelque chose que vous devez suivre. Et il est tellement vaste de devoir avoir des idées soi-même surtout que quand on a... Alors, cet énoncé n'est pas dans, ni Non, dans le livre, ni dans l'atelier. Nous ne sommes non, pas pas, dans des choses comme ça. non. Mais la contrainte aide énormément à s'y mettre. Alors, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais il y a pas mal d'exercices, hein, il y a une vingtaine de pages d'exercices. Et puis, comme on parle de saucisson qui rentre dans un réverbère, peut-être préciser qu'il y a un cornichon qui s'est échappé d'une planche et parcourt tout votre livre. Et tout ça pour vous dire merci. Florence Serment-Schreiber, vous remercier, vous souhaitez une bonne soirée. Vous souhaitez un bon déconfinement aussi, parce que c'est votre premier jour de déconfinement. Et vous allez Oui. retrouver en quelque sorte la vie, même si vous ne l'avez pas quittée, puisque vous m'avez dit être dans une arche magnifique dans le sud de la France. Votre livre, il sort demain en librairie. On le trouve à Lille ou à Lyon, au Furet ou à Dossy. On le trouve aussi sur nos sites, hein, pour les gens qui craindraient encore un petit peu de se déconfiner trop vite. Et puis, je vous invite à une autre rencontre la semaine prochaine, puisque maintenant c'est tous les mardis à 18h, le mardi 10 juin, à écouter Patricia Daré. 9 juin, pardon. Merci. Merci Florence. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée. lecture.